rentrées scolaires qu'on n'oubliera jamais. Depuis que les pistonnés existent, les retours de vacances sont quand même bien moins durs qu'à l'époque où il fallait rempiler avec les bancs de l'école, mais quitter la fournaise de la plage frappée par une sévère crise du tissu cet été pour l'humidité et la grisaille belge laisse un goût un peu aigre-doux. Peut-être parce qu'il a fallu attendre 4 heures pour constater que ces monstres sont maintenant incapables de rouler sous la pluie. Peut-être parce que Spa devait nous offrir une symphonie rapidement rapiécée en brave parodie. Dimanche, officiellement, il y a eu un Grand Prix, mais les amoureux ont été privés de course, d'où le ridicule et l'incompréhension au moment de l'attribution des points et bien sûr de mettre en place un certain podium. On avait connu à Silverstone un week-end de course, on aura eu hier un week-end sans course, plus que l'épiphénomène totalement inédit. Plusieurs questions de fond aujourd'hui se posent, des questions d'esprit et vous le savez, les pistonnés y sont attachés. Bref, nous sommes de retour de vacances, il n'y a pas eu de course, mais ça tombe bien car il y a encore plus de choses sur lesquelles il faut disserter. Salut à toutes, salut à tous, heureux de vous retrouver comme chaque lundi après chaque Grand Prix sur Autoplus TV et sur YouTube bien sûr First Team Sport. Comme chaque mercredi à partir de midi, ils sont de retour aussi sur ce plateau, à commencer par monsieur Hamza Rahmani, l'homme qui a le plus travaillé sur ce mois d'août autour de ce plateau, il faut le dire. Ça va ? Bah ça va et toi ? Je vois qu'il y en a pas mal qui sont bronzés là. Ouais, c'est vrai. Un peu jaloux. C'est vrai. Mais jaloux, mais attends, je suis sûr que ta vie a dû changer quand même après cette interview de Esteban Ocon. Oui. Je pense que Esteban est ravi d'avoir eu l'honneur de... Non, mais franchement, c'était cool. Encore une fois, on remercie Esteban et Alpine. Mais non, franchement, c'était top. Ok, super, impeccable. Vous pouvez aller la voir, cette interview, bien évidemment, sur la chaîne First Team Sport. Brice Germain, comment c'était les vacances du côté de Annecy, me semble-t-il, et dans le sud de la France? Ouais, j'ai baroudé un peu. T'as vécu, toi, Ouais, cet été. j'ai fait 4 Grands Prix en l'espace de 2 semaines avec ma C1. Ouais. Donc, c'était pas mal. J'ai pas changé les pneus pour le coup. Je sais gérer mes pneus. Donc, Ça a bien marché avec la C1, beaucoup moins sur la piste de karting, m'a-t-on dit. Ouais, mais en même temps, quand tu prends 4 kilos pendant les vacances, ça se sent. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Plus d'appui, c'était dans le choix, bien sûr. Ça a moins marché sur le karting, comme avant les vacances. Ah ouais, t'étais pas là, bizarrement. On reprend les mêmes rengaines, bien sûr, et on continue. Monsieur Alex Caldi, qui était du côté de Berlin pour la Formule I, et puis bien sûr dans le sud de la France, il n'y a que des gens qui savent vivre autour de ce plateau, bien évidemment. Un petit peu ça, mais ouais, du côté de Berlin pour la Formule I, c'était vraiment cool, et puis on est revenu à un Grand Prix, on a retrouvé la Formule 1, et puis on l'a vraiment pas trop retrouvé finalement. J'ai une question, Alex. Pas trop mal aux oreilles après le Grand Prix de Formule I? Alors, sache que ça fait vraiment beaucoup de bruit en plus. Ah et ouais. c'est pas une... Non mais vraiment, c'est pas une vanne. J'ai cru que c'était un nouveau sample qu'on avait, bien évidemment. Monsieur Alex Caldi qui nous a ramené d'ailleurs de Berlin, et on va tout de suite regarder ce sommaire, l'émission qui nous attend aujourd'hui, un petit peu spéciale parce qu'il n'y a pas eu de course, mais il y a eu un Grand Prix, un non-Grand Prix, un GP mais pas de course. On va débriefer bien évidemment tout ça. Tu reviens de Berlin aussi avec un entretien. C'était important pour nous puisque la F1 faisait étape en Belgique, de donner la parole à un Belge qui a connu la F1 une fois, et c'est bien sûr Stoffel Van Dorn qui interviendra dans l'entretien, dans le décryptage de cette semaine. Le débat aussi autour de la sécurité. Est-ce qu'on a fait preuve d'un excès de zèle hier? On va en discuter autour de ce plateau, et plus largement bien sûr dans l'esprit aujourd'hui racer que l'on connaît notamment dans la Formule 1 moderne. Et puis le quiz, ce sera sur Spa-Francorchamps. Comment on ne pouvait pas évoquer cette thématique. Allez les amis, on vous l'a dit hier, ça devait être la grande reprise de la Formule 1, mais il n'y a pas eu de course, il y a eu un Grand Prix, on le débriefe tout de suite. Une nouvelle victoire pour Max Verstappen qui se reprend après une fin de première partie de saison qui a été un petit peu compliquée. Vous le savez, on a eu l'occasion d'en discuter autour de ce plateau. Une victoire pour Max Verstappen, mais une victoire qui compte, qui va compter un peu moins qu'une véritable victoire. 2,5 points ont été attribués hier au vainqueur Max Verstappen qui devance George Russell pour son tout premier podium bien sûr. À la seconde place, la troisième pour Lewis Hamilton. À noter que Ricciardo fait son meilleur résultat depuis qu'il est arrivé chez McLaren sans avoir bouclé un seul tour de course, bien évidemment, à la 4e place. Une Aston Martin, Vettel dans le top 5. 2 Français, Gasly 6e, Ocon 7e. 2 Ferrari également dans ce top 10. C'était inespéré parce qu'elle n'avait pas passé Q2. Mais au jeu, bien sûr, des pénalités, ces Ferrari squattent le top 10. Voilà pour le classement, en tout cas, d'un non-Grand Prix, on peut le dire, de Belgique dans cette année 2021. Ce qui nous emmène, naturellement, aux 4 enseignements, justement, d'un dimanche tout à fait particulier. Un dimanche, on peut le dire, placé sous le signe de la mascarade et démascarade
mascarade parce qu'il y en a sans doute eu plusieurs. L'attribution des points, ça sera le deuxième thème. Est-ce que c'est une vaste supercherie? Qu'est-ce que vous en avez pensé en tout cas? Russell, la seule étincelle de ce week-end. Et puis Norris, que de regrets après cette erreur bien sûr en Q3. On va revenir sur les 4 faits, 4 enseignements en tout cas de ce week-end. Premier enseignement, un long dimanche de mascarade. Dimanche assez spécial, je pense complètement inédit même dans notre expérience de la Formule 1. Regardez plutôt avec ce petit tableau, un scénario inédit, je vous le disais, le Grand Prix de Belgique 2021 restera comme le Grand Prix le plus court de l'histoire de la Formule 1. Un règlement adapté au cas de force majeure. La force majeure hier, c'était la pluie, c'était le spray aussi également présent sur la piste. La première question que j'ai tout de suite envie de vous poser, est-ce que ne pas rouler était la bonne décision? On va le voir dans quelques instants, les pilotes, eux, étaient bien sûr unanimes. Et puis la gestion de la FIA un petit peu en question, au-delà bien sûr du fait de rouler ou ne pas rouler. Est-ce que l'attente a été un peu trop longue? On pourrait dire aussi également que la FIA a peut-être tout essayé pour lancer cette course. Est-ce que, comme le dit Lewis Hamilton, c'est business first, c'est-à-dire qu'on a tout fait pour sauvegarder, on va dire, les revenus de la Formule 1, que ce soit la billetterie et les droits télé. Et puis cette question aussi de l'impossible report dont nous parlait Michael Masi à l'arrivée de cette course, impossible de la déplacer notamment au lundi. Regardez, avant de vous laisser répondre sur ce sujet, regardez les différentes réactions des pilotes. On le disait, unanime sur le fait qu'il ne fallait pas rouler hier. Esteban Ocon qui nous dit les conditions étaient trop terribles. Le souci, ce n'était pas vraiment ce qui était au sol, mais ce qu'il y avait dans l'air en fait, parce que les projections n'arrêtaient pas, on n'avait aucune visibilité. Lewis Hamilton, j'adore courir sous la pluie, mais aujourd'hui c'était autre chose, c'était un désastre sur la piste. On ne pouvait pas voir la voiture devant, il y avait de l'aquaplaning, mais l'argent a parlé, c'est littéralement les 2 tours nécessaires pour valider la course. C'est tout un scénario avec l'argent en F1 pour que tout le monde soit payé. Max Verstappen, un petit peu plus positif. Je pense que si nous avions lancé la course à 15h, nous aurions eu une meilleure chance. Et puis Yuki Tsunoda qui nous dit il aurait été beaucoup trop dangereux de courir dans ces conditions, en particulier sur une piste aussi rapide que Spa. La gestion de la FIA, le fait de savoir est-ce qu'il fallait rouler ou non, voilà ce sur quoi je vous attends les amis dans ce premier enseignement. Mais dans tous les cas, de toute façon, la parole la plus importante, c'est celle des pilotes. Et s'ils sont unanimes sur le point de vue de dire qu'il fallait pas rouler, il n'y a que eux qu'il faut écouter là-dessus. Tu regardes la medical car, même elle ne saura pas, parce qu'elle n'a pas le même poids, elle n'a pas les mêmes transferts de masse, elle n'a pas la même réaccélération. Donc, évidemment, c'est des indicateurs, mais il n'y a que les 20 pilotes, et Dieu sait qu'on peut leur faire confiance quand même. Normalement, c'est des mecs qui savent se démerder. S'il y en a 19 sur 20 qui disent qu'il ne faut pas rouler, à partir de là, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents et suffisamment conscients du risque pour ne pas rouler. Et je pense que c'est les premiers à vouloir rouler plus même que nous qui attendons derrière notre canapé. Donc à partir de là, c'était la bonne décision. Maintenant, est-ce qu'il fallait autant attendre? Est-ce qu'il fallait faire autant de pataquès pendant des heures et des heures et des heures? C'est là que la question se pose le plus. Moi, je pense que rouler, c'était compliqué, mais qu'on avait moyen d'anticiper un peu plus tout ça. Tous d'accord sur cette question de il ne fallait pas rouler hier? Vous êtes tous d'accord? Oui. Les pilotes le disent. Moi, c'est facile, je suis derrière mon canapé. Moi, de mon canapé avec la télévision, tu vois... non, mais tu vois déjà que c'est compliqué. Enfin, ils sont certainement pas à fond derrière sous la safety car ou la medical car. Et tu vois que le mec qui est 5 mètres derrière toi, tu le vois même pas. Le mec surgit. C'est évidemment pas possible. Revenons alors sur les événements, la gestion de cette journée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Est-ce que justement il y a une mascarade? Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de mascarade concernant la gestion de la FIA hier? Moi personnellement oui, parce que le problème c'est qu'on est en 2021 et qu'on n'est pas foutu de voir que on a plein d'éléments qui nous permettent de gérer la météo. Il y avait Météo France qui était là de toute façon pour la Formule 1 et on n'était pas capable du côté de la F1 et de la FIA, d'anticiper ça et peut-être de mettre la course un petit peu plus tôt. Alors oui, bien sûr, mettre la course un petit peu plus tôt, ça ne permettait pas de voir un certain public peut-être regarder la Formule 1. Je pense aux Américains, je pense à tous ceux qui sont en Amérique du Sud aussi, qui sont passionnés de Formule 1 et de sport automobile. Mais pour avoir ne serait-ce qu'un Grand Prix et avoir une course, il aurait semblé par exemple qu'au moment de la course de F3 le matin du côté de Spa et de la GT, ça aurait été un petit peu mieux en termes de conditions climatiques. Peut-être pas quasiment meilleur, mais un petit peu mieux. Donc on aurait pu avoir peut-être une certaine course le matin et malheureusement peut-être on aurait dû annuler certaines courses, la course de F3 du matin et celle de Porsche pour privilégier la Formule 1, parce qu'encore une fois la Formule 1 c'est le main event bien sûr de ce Grand Prix. J'entends cet argument, mais comment tu peux le prévoir? Parce que ça, c'est une décision forcément de dernière minute. Je veux bien que tu sois que le mec de Météo France te dise
il y aura une grosse averse. Mais en soi, tant que l'averse n'est pas là, tu ne peux pas savoir quelle intensité, tu ne peux pas savoir si... Attends, excuse-moi, tu peux pas savoir si pendant 4 heures de suite, il y aura une averse qui ne te permettra pas de rouler. Ça, tu peux pas le savoir. Météo France l'a dit, ça. Hein. Météo France, ça pour le coup, Météo France l'a dit, même c'était sur Canal d'ailleurs, sur Canal, Franck Montagnier est allé voir Météo France lui a clairement dit, pendant 4 heures ça va être comme ça. D'accord, mais tu sais pas l'intensité et surtout tu sais pas à quel point la visibilité sera bonne, moyennement bonne, mauvaise ou catastrophique pour les pilotes. Ça tu peux pas l'anticiper. Tu peux pas l'anticiper. Donc demander un changement de dernière minute, c'est peut-être une option à l'avenir d'ailleurs. Mais je sais pas si ça s'est fait, je crois, récemment au Japon parce qu'il y a eu une menace de typhon. Ouais. Mais à part ça, où est-ce que vous positionnez dans ce débat? Est-ce que vous dites la FIA, quelque part, il y a eu certes ces 4 heures d'attente parce que la FIA a tout fait pour que ce Grand Prix ait lieu, ou est-ce que vous vous rangez plutôt du côté de Lewis Hamilton qui dit c'est business first, c'est-à-dire on a tout fait surtout pour se protéger et ne pas avoir de remboursement à faire et bien toucher les droits télé comme ce qui était prévu. Où est-ce que vous vous situez dans ces 2 arguments aujourd'hui qui reviennent beaucoup? Moi j'ai l'impression que on a fait comme si on ne voulait pas voir ce qui allait arriver et qu'on a fait tout comme si ça allait se passer normalement et qu'au final on a dû se retrouver avec une situation à gérer avec 100 000 personnes sur place. Enfin, je sais pas combien il y avait de place aux 75 000 personnes sur place, et le fait de dire bon, on va leur filer une demi-heure de course, ça va bien s'arrêter pendant une demi-heure. C'est un peu ça que je vois, et pas du tout d'anticipation vis-à-vis de, en fait, toute la journée ça va être la cata, comment on peut faire, quelles solutions on peut avoir, et peut-être à la rigueur, dès le matin ou dès le samedi soir, envisager la possibilité, voir avec les commissaires, de comment on peut faire pour le lundi matin ou le dimanche matin. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas prévisible. C'est-à-dire que quand on prévoit de la pluie, les radars nous annoncent de la pluie, il n'y en a pas parfois. Donc oui, il y a toujours un aléa météorologique, et là, en l'occurrence, il a vraiment pas joué en la faveur de ce Grand Prix. Mais en même temps, c'est Spa, t'es au courant, tu peux prévoir des choses. C'est la Belgique. Non mais quand t'es à Spa, tu sais quand même que ça arrive, ce genre de choses. Et oui, ça arrive, mais tu sais aussi que justement la fenêtre que cherchait Michael Masi, la fenêtre de la demi-heure où chacun pensera ce qu'il veut. Mais si tu peux courir finalement pendant une demi-heure, parce que finalement le radar te dit qu'il y a qu'il y a une averse ou qu'il y a des nuages, mais finalement il n'y a pas d'averse, et que tu peux courir, je sais pas, à 18h ou 18h30, tu peux courir une demi-heure. Le pari, il est gagnant. C'est pour ça pourquoi je peux pas. Un Grand Prix, c'est 300 km. Il n'est pas gagnant, il est rattrapé. Donc dans ces cas-là, tu pars du principe qu'à 15h30, 16h, tu dis il n'y aura pas de course et tout le monde rentre chez soi. J'aurais presque préféré ça. Ouais, parce qu'en fait là, on attend qu'on se dise on peut plus rouler à cause de la nuit. Mais c'était impossible. On a eu l'occasion de discuter avec Pierre Guyonnet avant l'enregistrement de cette émission. On demandait à Pierre quelles étaient les entre guillemets les conditions pour que justement les gens puissent être remboursés. Pierre Guyonnet, donc promoteur du Grand Prix de France, qui nous a dit ceci: à partir du moment en vertu, je crois, de l'article 13 des conditions générales de vente des billets à Spa, il dit les billets ne seront ni repris ni échangés, sauf en cas d'annulation du Grand Prix de Formule 1. Michael Masi a dit on ne pouvait pas faire de report, c'est-à-dire le reporter au lendemain ou au surlendemain, on ne pouvait pas le faire. Donc à partir de ce moment-là, lorsque le Grand Prix est déclaré, on peut aussi se dire que quelque part c'est pour maintenir aussi les revenus malgré le fait qu'il n'y aura pas de spectacle. Donc la question, est-ce qu'il n'y a eu qu'une variable de course automobile qui est rentrée en jeu dans les décisions prises par la FIA pendant 4 heures? C'est une autre question. Voilà, mais c'est la question qu'on doit se poser maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas ignoré certaines choses dans le but de... C'est, tu sais, genre j'ai mal, je vais voir jusqu'à... Faire le déni, quoi. Voilà, et arriver jusqu'au moment où on peut plus rouler à cause de la nuit, entre guillemets, parce que la luminosité commence à tomber. C'est ça qui a quand même fait suspendre la course, à une limite naturelle. Et quand les pilotes te disent les conditions n'étaient pas forcément meilleures au moment où ils ont fait les tours sous safety car que 2 heures avant, 3 heures avant ou 30 minutes avant, c'est qu'il y a une volonté de la part de la direction de course qui n'est peut-être pas dans l'intérêt du championnat du monde, ou en tout cas dans l'intérêt des pilotes, puisque la visibilité, ou en tout cas les conditions climatiques, selon les pilotes, quand Vettel parle, quand Alonso parle, quand Hamilton parle, personnellement, moi, Hamza Rahmani, j'ai tendance à les écouter. Oui, généralement. Pas des titres de champion. Donc je les écoute. Si eux me disent ça, comme on le disait tout à l'heure, moi j'écoute l'avis des pilotes. Et si là, ils te disent que effectivement les conditions n'étaient pas forcément différentes, n'étaient pas forcément meilleures, c'est qu'il y a quelque chose. Roche. Est-ce qu'on aurait eu la même chose si un Grand Prix était validé dans toutes ces dispositions-là que tu as énoncées en 10 tours? Est-ce que c'était en 15 tours? C'est quoi ? Je pense qu'ils auraient fait Est-ce qu'on aurait eu 15 tours de safety car? Je pense qu'on... Ah oui, bien sûr.
Voilà, mais donc, C'est la sensation que ça laisse, puisque c'est une mascarade. puisqu'on a fait fi du règlement, même à partir à un certain moment donné, lorsque le chronomètre est arrêté, on va dire, le compte à rebours est arrêté à 1 heure et que l'on sait qu'on va dépasser le cadre légal et réglementaire, il y a eu à ce moment-là, en vertu de ce qu'on disait tout à l'heure, le cas de force majeure, on va dire que tous les règlements ont volé en éclats quand même à ce Donc moment-là. selon la FIA, là, ça veut dire que sur le papier, c'est écrit que payer 300 balles une place de F1 pour 2 tours de safety car, légalement, ça passe. C'est pas ouf, hein. Dominique Halil l'a dit, c'est pas ouf, hein. Mais ça passe. Et puis c'est pas, C'est chaud, hein. ça va être compliqué on connaît la difficulté pour les grands prix européens, les grands prix historiques niveau financier. J'ose espérer qu'il y aura peut-être un geste l'année prochaine sur une réduction pour les personnes qui étaient là. Mais effectivement, j'ai pas envie d'être dur avec la direction de course parce qu'effectivement, ils ont tout fait pour que la course ait lieu. Après, est-ce que c'était la bonne stratégie? Ça, c'est une autre question. Mais on Pourquoi peut ils pas l'ont fait? C'est ça. aussi pourquoi. Pourquoi ils l'ont fait? Alors, Pierre Guyonnet, justement, à ce sujet, avait une réponse qui était très intéressante. Il disait que le business model, aujourd'hui, pour un Grand Prix européen, est tellement fragile que, quelque part, tu ne peux pas te permettre, on va dire, de donner les conditions à un remboursement total. Et Pierre Guyonnet le disait, si dans les textes, aujourd'hui, le remboursement n'est pas obligatoire, le promoteur, en tout cas belge, n'est pas obligé de rembourser les spectateurs, quelque part, dans l'esprit, il est obligé parce que ce business model, il est aussi fragile et il faut que ces gens reviennent, on va dire, au Grand Prix dans les années à venir et qu'en termes de com, de marketing, etc., c'est vraiment pas bon de il vaut mieux pas perdre rembourser. une année que Exactement. perdre sur le long terme. Et puis il y a excuse-moi, vas-y. Je voulais revenir sur un exemple similaire qui a montré en fait les dérives de la F1, c'est la Malaisie. La Malaisie, on l'a mis à une période de l'année parce que c'était pratique par rapport à l'Australie, certes au début d'année. Au début de saison, ouais. Et on l'a mis plus tard, on faisait partir à 16h heure locale ou 17h heure locale, je sais plus. On s'est retrouvé avec une configuration 2009 où, au milieu de la course, on a eu un épisode de mousson avec la nuit qui tombait et on a eu au final un Grand Prix avorté. À mi-course, hein, cette fois-ci, c'était pas. 30, je crois que c'est une trentaine de tours. Voilà, trentaine de mais tours. du coup, c'était quand même mieux. Et avec derrière tout ça, une dérive de ouais mais on le met plus tard pour les spectateurs européens, ouais mais on le met là parce qu'en fait c'est plus pratique machin et au final on respecte même pas les éléments naturels du truc. Résultat, on s'est retrouvé avec une Malaisie décalée de 6 mois parce que c'était la seule solution pour le conserver au calendrier. Ce que tu veux dire là, c'est que pour toi, Spa ne doit plus être au retour de l'été, dans cette période où on sait que systématiquement, Non, chaque si, année, si. il pleut. En même temps, si tu le mets pas au retour de l'été, au moment où tu peux t'as le mettre la en plus plein grosse mois de juillet, par luminosité. exemple. Oui, ouais, vois. ok, bon, si tu joues sur 2-3 semaines, d'accord. Mais ils l'ont fait avant. Ils l'ont C'est fait sûr. avant, Ils voilà. l'ont décalé de début septembre à fin août en se disant ça va être mieux. C'est surtout ce qui me. Je pense qu'il y a qu'il y a une vraie question sur l'heure du départ de la course. Aujourd'hui, on s'est calé sur 15h, heure européenne. 14h pour la Grande-Bretagne. Est-ce qu'en décalant pas de quelques heures, effectivement, ça peut être midi, ça peut être 13h, ça peut être 11h, après chacun voit, midi à sa porte, fera les calculs, ce qui apportera le plus d'argent, etc. Mais si tu fais une course à midi, peut-être que tu auras sur des événements comme ça, qui mine de rien arrivent assez rarement, mais ça peut arriver, on l'a vu hier, ça te laissera encore plus de temps, plus de possibilités de voir ce qu'il est possible de faire. Parce qu'effectivement, à un moment, si tu es en plus embêté par la nuit, ça va poser problème. Passons peut-être alors au deuxième enseignement inhérent au triste spectacle auquel on a assisté bien sûr hier. Parlons de l'attribution des points. On est d'accord sur le fait que les pilotes sont unanimes, ils ne voulaient pas courir entre guillemets, la bonne décision a été prise. Cette décision par contre elle a fait parler, la décision d'attribuer des demi-points. On n'avait pas connu ça depuis la Malaisie 2009 et tu faisais référence bien sûr Brice tout à l'heure. Un seul tour officiellement parcouru. On rappelle que les résultats pour le moment ne sont pas encore entérinés, ils sont provisoires en effet, je pense que tu vas nous en parler. Ce qui a provoqué la colère de Bottas, de Norris, d'Alonso et de Vettel. Il y a des gros perdants parmi ces 4 garçons-là. Il y en a aussi certains qui ont mis des gros points comme Sébastien Vettel. Et est-ce qu'on peut encore parler de course? Oui, il y a eu un Grand Prix, puisque le résultat, on l'a dit, même s'il n'est pas encore entériné, il y a eu un résultat et attribution de points. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment de course? Il n'y a eu que des tours sous safety car, donc avec impossibilité bien sûr de se doubler. Et mine de rien, l'attribution des points amène son lot de conséquences au championnat du monde. Regardez l'avis justement des 4
contre les gilets jaunes de la Formule 1, Bottas, Norris, Alonso et bien sûr Sébastien Vettel. Alonso dit ceci: c'est très triste qu'ils aient attribué des points car on n'a pas roulé, je n'ai pas pu me battre pour les points, mais ils en ont donné, cela n'a aucun sens. D'habitude on se bat très dur pour gagner des points, mais aujourd'hui ils en ont donné gratuitement à certains. Sébastien Vettel, c'est une blague en fait. Si vous voulez des points pour les qualifications, il faut un règlement pour ça. Qu'avons-nous fait aujourd'hui pour gagner des points? Je ne sais pas. Valtteri Bottas, lui, c'est très limpide. On n'a pas fait la course, point. Et puis, Lando Norris, un autre avis intéressant. Même si ça nous a bénéficié aujourd'hui avec la 4e place de Daniel, nous ne méritons pas de points car ce n'était pas une course. Il faut normalement faire un certain nombre de tours ou de pourcentage, bien sûr, de la distance. L'attribution des points, est-ce que ça vous a choqué? Bah oui. Enfin, en fait, on récompense financièrement, comptablement, des pilotes qui n'ont pas fait la course, tout simplement. Et c'est pas, on le répète, hein, parce que tout le monde l'a déjà dit hier, mais c'est catastrophique. Aujourd'hui, Lando Norris, s'il s'était pas sorti en qualification, peut-être qu'il aurait pris 12 points et demi. Et qu'il aurait une victoire aussi. Et Surtout. oui, et, alors pour le karma, c'est bien pour George Russell, mais George Russell, est-ce qu'aujourd'hui il mérite ces 9 points-là? Ça va toi? En vertu du passé peut-être et de la guigue. Oui, voilà, Qui vient rééquilibrer un peu tout. En termes karmiques, si tu veux. Ouais, complètement. Mais ça n'a pas de sens de faire ça. Et en plus, ça n'a encore moins de sens, comme on en parlait hier. La course, officiellement, si on regarde le document provisoire de classification, elle a duré 6 km 880. Même pas 7 km 004. Il y a un tour de rouler sur la ligne de départ. Sinon, c'est un passage par les stands sortie, un passage par les stands entrée, 3 passages sur une ligne validée. Du coup, pour eux, ça passe. Mais il y a un seul tour réellement comptabilisé par la classification globale de la F1 parce que, vous le savez bien, quand on a un drapeau rouge, on prend le classement à un tour avant. On fait 2 tours, mais au final, il n'y a qu'un seul tour de comptabilisé. Et sur le classement, il y a 1 et à côté, il y a les points. La justification en fait de Michael Masi, c'est qu'il faut faire une différence entre le nombre de tours disputés, où là, on te dit il y a eu les 3 tours, et entre 2 tours et 75% de la course, tu récupères des points. Il y a le nombre de tours disputés d'un côté, et puis il y a le classement qui s'établit sur l'avant-dernier tour, avant l'interruption de course. Les 3 tours, on les a. 1, 2, 3. Tu remontes à l'avant-dernier tour. Du coup, ils prennent le premier tour pour faire le classement. J'espère que vous avez tout compris chez vous. Hein. Et aujourd'hui, en gros, si George Russell, au 2e tour, se crash, Hamilton passe 2e. Ouais. Non. Mais au niveau du classement de la course, George Russell termine quand même 2e. et imagine juste aujourd'hui, je dis un truc vraiment très simplifié, mais si toi et moi, on est dans la voiture de Max Verstappen hier, on gagne la course. Trouve ça logique qu'on gagne des points? Moi oui, toi non. Marco l'a dit, c'est une victoire dont ils ont un peu honte. Il l'a dit hier. Franchement, Pour une fois qu'il a fait un peu... Non, mais ne serait-ce que le podium. très content de prendre ces 5 Non, mais points. oui. Non, mais il est très Non, mais content. excusez-moi, après, je veux bien qu'on s'indigne, qu'on soit frustré, qu'on trouve pas ça normal, mais le règlement, on le connaît depuis 15 ans, depuis 20 ans. Enfin, c'est pas nouveau. Il fallait s'indigner avant. 2 tours sous safety car. Après, du coup, non mais modifions la règle, poussons pour modifier la règle, Ah ouais. pourquoi pas, Bien sûr. mais ne soyons pas surpris aujourd'hui que la course, enfin, à partir du moment, moi personnellement, c'est comme ça que je voyais la chose. Dans la safety car, on me dit qu'elle va tourner. Moi, je sais qu'ils vont faire 2 tours. Oui, pour bien sûr. les 3 tours en l'occurrence, Il y a pas de doute. pour prendre des points. Donc, ne soyons pas naïfs. Oui, mais Maintenant, un point très important. Si vous voulez modifier, on peut modifier le règlement, faire en sorte qu'il y ait minimum 2 tours ou 10 tours, ou ce que vous voulez, sous drapeau vert. Et là, tu as un minimum de courses, même sur 2 tours par exemple. Mais ne soyez pas... Enfin, le règlement il existe depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis... mais il a je sais jamais même pas eu à combien. tu l'as dit, Non, comme tu le il dis a jamais souvent, eu à être appliqué, en fait, à ce niveau-là. Comme tu le dis souvent, Hamza, il y a souvent la règle et l'esprit de la règle. La règle, elle a été appliquée hier, mais qu'en sera-t-il de l'esprit de la règle si à la fin de la saison, par On est exemple, les d'accord. points qui ont été récupérés Évidemment. par Verstappen sont déterminants dans la course au championnat du monde. Si Verstappen il est champion pour moins de 5 points, bah, on va retenir Cette 2021. Il y en a tellement des trucs comme ça, des épiphénomènes comme ça. C'est-à-dire que si Verstappen est champion pour 3 points, on se dira ah ouais mais la sprint race. Oui, mais c'est qu'un élément de plus, Si encore une fois. Hamilton est champion, on se dira ah mais il l'a sorti à Silverstone. En fait, des éléments comme ça. Ouais, mais ça, c'est la course. Oui, mais là, c'est la course, ouais, Oui, complètement. mais je veux dire, c'est qu'il n'y a plus rien de la loyale à ce moment-là. Si tu veux la jouer à la loyale complètement, effectivement, il n'y a plus rien. On se touche plus, enfin, donc, effectivement, là, c'est un bordel. Ces saisons depuis 2 ans sont un bordel à cause du Covid. Ça remet tout en cause tout le temps, tout machin et tout. Là, c'est un coup, c'est la pluie. Au bout d'un moment, ce qui serait quand même bien, c'est que la FIA, qui est une instance
Ah, c'est quand même une instance mondiale, merde. Mm. On est quand même des dispositions qui Mais tombent juste sous le sens. Si on devait comparer avec le foot, admettons que le terrain soit impraticable. Tu vas pas faire sortir les mecs pendant 5 minutes, leur faire un taureau ou une passe à 10 et ensuite dire bon bah voilà les amis 0-0 0-0 aujourd'hui, un point pour les deux équipes. Mais ça n'aurait aucun sens. 0,5 points. Ou 0,5 points, ça n'aurait aucun sens. Alex, sur l'attribution des points. Moi, pour le coup, alors je prends le contre-pied, mais je suis content qu'il y ait eu des points. D'accord. Je suis content qu'il y ait eu des points parce qu'il y a eu une séance de qualification. Alors oui, ça a été un petit peu gâché au niveau de la course parce que j'aurais aimé voir George Russell se battre avec Max Verstappen ou avec Lewis Hamilton. Mais d'un autre côté, oui, ça a gâché la chose. Mais encore une fois, d'une certaine manière, ils ont mérité cette moitié des points pour leur performance en qualification. Alors certes, le règlement, il est problématique parce que les points sont attribués pour cette course, mais d'une certaine manière, comme l'a très bien dit, je crois que c'est Sébastien Vettel, on devrait mettre les points pour justement, dans ce genre de situation, pour justement ce qui s'est passé en qualification. mais dans Parce ces que cas-là, faut Non, refaire le justement, c'est ce règlement. qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit le règlement, il donne des points en course, oui. c'est pas en Oui, qualification. mais Et hier, on a donné des points. mais c'est ce qui devrait être fait. Pour justement, quand on peut pas courir, comme là on l'a vu, comme ça a été une supercherie au niveau, on l'a dit juste avant, et surtout au niveau de cette attribution des points, j'aimerais bien que, surtout dans ce règlement, qu'on puisse avoir cette attribution des points via la performance en qualification, parce que ça aurait donné une certaine justification à ce Grand Prix et justification en performance. Je vais donner un contre-exemple, Valtteri Bottas. Aujourd'hui, ce mec-là, et Dieu sait que je le défends pas, C'est son anniversaire samedi. Ah, super. C'est pour ça que je dis en qualification et non pas au niveau des Belle pénalités. journée. George Russell lui a souhaité Il avait à sa quitté- manière. ouais, exactement, il a soufflé sur les braises. T'inquiète, il y avait la pluie pour ça. Valtteri Bottas, il prend une pénalité de 5 places en Hongrie. Aujourd'hui, c'est une pénalité de 20 places qu'il prend. Parce qu'il n'a pas le moyen de se défendre. Il n'a pas les moyens de remonter. Donc au final, la qualification, bon ok, il était cata. Certes. Mais On va en reparler. il n'a pas les moyens d'aller défendre quoi que ce soit Et- à cause de ça. Donc non, un week-end de Grand Prix, il y a un exercice de rapidité et un exercice de gestion et de trafic, tout ça machin. Il n'y a pas ce qu'il faut pour faire une course. Et s'il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas de points. Enfin, je trouve ça un peu... Pas de course. Non, bien sûr, il y a pas de course. Non, il n'y a pas eu de course. C'est vrai ça? On parle un peu de sport, ça vous dit? Allez. On va parler un petit peu de sport, on va parler de George Russell, la seule étincelle, on l'a dit, de ce week-end. George Russell étincelant ce samedi. Quelle démonstration, l'exploit d'un futur grand. Voilà ce que j'ai noté parce que on a essayé de se refaire un petit peu l'historique des grandes démonstrations comme ça en qualification d'une écurie de fond de grille. Et honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire de la Formule 1. Lui qui Fisichella, non tenait. Alors il y a Fisichella, mais dans des conditions différentes. Force India Dans des 2009. conditions différentes, avec une Force India, on en a parlé ça samedi avec Brice, avec une Force India et son moteur Ferrari qui était souverain, on va dire, à Spa. Mais quand même, là, c'est une véritable démonstration, parce que je pense que la Williams de samedi était peut-être en retrait par rapport à la Force India. On aurait pu citer Toro Rosso et la pole, bien sûr, de Vettel en 2008, pardon, excuse-moi. Williams, Brésil. Exactement. Bref, ce garçon tenait la pole position jusqu'à la chicane de l'arrêt de bus. Il a quand même collé 2 secondes 4 à Valtteri Bottas. Il a battu Lewis Hamilton. Une Williams en première ligne à Spa, ça n'était plus arrivé depuis 2001. Et la première ligne justement composée de Montoya et Ralf Schumacher. Et puis son premier podium en carrière, certes dans des circonstances très favorables, mais c'est un peu aussi la revanche bien sûr de Sakir 2020. Williams qui met aussi KO Alfa Romeo dans la course au constructeur. Ça c'est très très important. Et puis la question que j'ai envie de vous poser après ça, il n'y a plus de suspense maintenant. Il sera vraiment chez Mercedes en 2022 après ce qu'on a vu ce week-end. Attends la déclat de Raikkonen en fait. Attends dire la qu'il part en déclat de vacances. Raikkonen pour libérer le baquet Alpha, pour libérer le baquet de Bottas et pour libérer Russell. Donc oui, normalement ça trop de devrait, suspense. ça devrait se faire. Mais encore une fois, ça a toujours été la pluie, cet exercice-là qui mettait en avant en fait l'instinct, le talent de certains. Et en l'occurrence là, George Russell, s'il y avait un moment pour se montrer encore davantage, c'est celui-ci. Max Verstappen l'avait fait au Brésil en 2016, si je dis pas de bêtises, Ouais. où il avait été fulgurant. Ouais. Je me souviens également de Robert Kubica à Spa en 2008, qui a été très très bon aussi. Donc oui, c'est le moment où il faut se montrer parce que ta voiture a beaucoup moins d'importance, et l'instinct, tes sensations prennent le pas. Et en l'occurrence, ce qu'il a montré là, ça a été une masterclass. Après, il y a un tout petit écart entre lui et Norris, lui et la faute. Et ça, il a su le gérer. Ça, c'est à mettre à son crédit. Après, moi, comme tu avais dit samedi, quand on s'était parlé, tu m'as dit j'aimerais bien le voir sur l'exercice de la course dans ces clairement. conditions-là, parce que Ah oui. sur
Mais c'est un peu Un gâché. tour, c'est facile. Facile. Pas facile, ouais. Pardon. C'est facile pour lui. C'est une partie du Pour job un sur le talent week-end, comme on va lui. dire. C'est facile. Mais effectivement, 44 tours à gérer ça avec des conditions changeantes, tout ça. Et puis une voiture largement inférieure à la concurrence quand même. Bah, c'est-à-dire que pour freiner, c'est pas pareil. Pour tourner, c'est pas pareil. Pour accélérer, Avec en c'est pas vitesse de pareil. pointe, on l'a vu, j'ai vu le tour de qualif de Russell, celui d'Hamilton. Il y a 10 km/h de différence sur la ligne droite de Kemmel et 10 km/h de différence à la sortie de Blanchimont. Quand tu arrives à l'arrêt de bus. C'est le même moteur. Après, c'est deux Après, l'aileron de Russell était plus Il braqué. était très chargé en aéro, George Russell. Peut-être qu'il avait senti le coup de la pluie, justement. C'est vrai que la séance de qualification. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute, Ouais, bien sûr. Ils sont déjà. La France t'écoute. C'est un running gag Non. de la saison 2021. cette Non, c'est histoire. vrai que la clutchitude en qualification est toujours présente chez George Russell. C'est pour ça que quand je parlais de gâchis au niveau de la course, c'était justement parce que je voulais voir George Russell dans cette situation de course avec sa Williams quand il partait en première ligne. Et là aussi, ce qui personnellement me manque du côté de George Russell, c'est cette clutchitude en course. Ce qui s'est passé en Ça veut Hongrie dire quoi, d'ailleurs. clutchitude Clutchitude, c'est être marqué, savoir prendre les opportunités quand elles sont là. Et là, Convertir chaque opportunité. Mais alors, je vais tout de non, suite te mais redonner on la a déjà eu ce parole. débat. Mais en course, il a marqué 9 points, il est sur le podium. Non, mais Donc il a été clutch, comme tu dis. En course. Non, mais après, Il y a affaire à une Non. hyène. Hein. pour faire un peu l'avocat du diable, là où Alex a raison, c'est quoi l'historique de George Russell sous la pluie Bah, on en a avant pas. ce Grand Prix là? Ouais, voilà. Mais Au niveau de la mais en course, même oui, temps, c'est non, non, mais- Pas t'y mettre, toi aussi. Non mais attends, j'ai bien dit avocat du diable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était ce qui nous embêtait quand on discutait post-qualif Bah, avec l'historique, c'est Brice. Imola. Ouais, c'est Bah oui, Hockenheim. Oui. C'est Mais en fait, le truc, c'est que on est. C'est plus facile de voir un Verstappen performer parce qu'il termine en haut. Et puis c'est surtout Peut-être qu'en que fait, Russell, ses performances sous la pluie, il les a déjà, sauf qu'on les a pas eu parce qu'il terminait 14e, ou il c'est ça. terminait C'est que 17e, ou il Verstappen, terminait. Il a 23 occasions par an de montrer qu'il est fort. complètement. Russell, il a un moment par an, et s'il le rate, on se dit ah là là, il est pas clutch. Non, où il en a 23, mais on le voit pas forcément sur les 23. Bah oui, parce qu'au final. Parce que tu termines ces 3 dernières il a années, tu du peu terminais de pression. 14e, tu terminais 17e. 3 par tour qui met à la tiki, Sauf tu que les vois. grands prix sous la pluie, depuis 2-3 ans, on peut les compter sur les doigts de la main. Ouais. Et que tu sais à peu près ce qu'il a fait comme résultat ou non résultat. Bah généralement en fait il est juste meilleur des autres, meilleur des derniers quoi. Donc au final si ça se sort pas et qu'il n'y a pas un Grand Prix totalement fou ou quoi, ça marche pas. Hockenheim il a pas de chance. Imola c'est cata. Ce que je veux dire c'est qu'en soi il fait une bonne course jusque là. Et faut se rappeler que c'est un mec qui a 50 courses. C'est pas un gars Aujourd'hui, oui, ultra expérimenté. C'est pas un mec qui a l'expérience du haut de grille. Alors, je vais pas le défendre pour le défendre de manière générale, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un grand talent, comme Max Verstappen à l'époque, qui a besoin de passer ce step de gestion du haut niveau. Max Verstappen a mis des années à passer ce step. On peut en parler. Enfin, il est encore en train de cracher le cul. Ils sont encore en train de se cracher avec Ricciardo il y a 2 ans et demi. Donc, c'est pas si loin que ça. Et il avait déjà 3 saisons de F1. Donc, laissons peut-être le temps à Russell de s'acclimater et surtout, avec une nouvelle voiture, ça va être différent peut-être. Juste un point important sur George Russell. Je trouve quand même qu'on a marqué, tu sais, à la fin de sa carrière ou à sa nécro, lorsqu'il... déjà Non, mais je souhaite évidemment le plus tard possible. Mais quand on reprendra la carrière de George Russell, il y aura des dates clés. Et ça, c'est une date clé. On a vécu un grand moment, moi, de qualification, oui. Moi, si tu veux, j'entends depuis que je suis petit des performances exceptionnelles avec des voitures moyennes, des voitures très médiocres, des plus grands, des Prost, des Senna, même des Vettel. Schumacher. Moi, de mon vivant, j'ai vu Vettel, Toro Rosso, mais finalement, j'ai pas vu de... Même s'il n'est pas champion du monde après, mais tu vois, avec Minardi, c'est ce qu'il a fait. Et encore, franchement, moi personnellement, j'étais jeune. Jordan. Mais là, ce que j'ai vécu avec George Russell, c'est quelque chose que je ne vois jamais Complètement. en Formule 1. Ça, je te rejoins. Donc moi, je sais Oui, que ça sort- ça, ça sort dans du 20 ans, bien dans sûr. 30 ans, je m'en souviendrai de cette performance de George Russell. Et c'est une date clé dans la carrière de George Russell avec une Williams qu'il a contribué, on le dit, depuis la création des pistonnets, à faire progresser tranquillement. Ouais. Mais aujourd'hui, alors il est certainement un élément clé parce qu'il a aussi permis de capitaliser autour de cette progression. Mais franchement, George Russell, aujourd'hui, Je suis entièrement d'accord avec toi. absolument brillant. Quoi. Il C'est un cumule- événement qui fait date. Cette date-là et Bahreïn 2020, ça se cumule. C'est en fait ce qu'il a pas eu là, il l'a eu là. Ça se cumule en deux. Et si tu prends, si t'en fais, c'est de la science-fiction, mais si t'en fais un seul week-end de ça,
Il a ce qu'il mérite. Tu te dis waouh. Tu te dis waouh, il peut aller loin le gamin. Et justement, ce qu'il dit, je te donne la parole juste après, bien sûr, Alex. Regardez la déclaration de George Russell à l'arrivée de cette course. Et j'ai eu forcément une question un petit peu inhérente à tout ça. George Russell qui nous dit c'est dommage que nous n'ayons pas pu courir, mais pour notre équipe, c'est un résultat fantastique. Nous allons probablement fêter ça. Le probablement, j'imagine, est à retirer. On le mérite. Tant de travail a été fait ces dernières années et nous n'avions jusqu'à présent pas vraiment été récompensés. Nous avons tout fait correctement hier et c'est pourquoi nous sommes sur le podium. Je ne m'y attendais vraiment pas cette année, c'est sûr. George Russell, je mettais la question, a-t-il déjà signé son contrat chez Mercedes en 2022 ? Parce que on voit quand même depuis quelques semaines un George Russell à qui, entre guillemets, tout sourit, qui est en surperformance par rapport à la voiture qu'il a, et à l'inverse, un Bottas qui est laminé. 2 secondes 4 au volant d'une Mercedes, 2 secondes 4 derrière la Williams. Est-ce que là, on n'a pas aussi, malgré les bruits auxquels tu faisais écho, Brice, est-ce qu'on n'a pas là la preuve que George Russell sera dans la Mercedes l'année prochaine? Quand on voit cette inversion des dynamiques entre les deux garçons, on se doute bien qu'il se trame quelque chose en ce moment. Après, il faut mesurer un truc, c'est que l'inversion des dynamiques, elle est due à une chose. Il y en a un pour qui la voiture est faite, l'autre non. La Williams, c'est faite pour Russell, la Bottas. La W12 est pas du tout faite pour Valtteri Bottas. Hein. Si c'est un secret de polichinelle ou quoi, j'en sais rien, mais je vous le dis. Hein. Donc, en l'occurrence, quand il y en a une qui est en difficulté, forcément, le pilote est encore plus en difficulté. On a quand même vu Hamilton en chier. Hein. Non, bien sûr. Ce week-end. Donc si Hamilton en chie, Valtteri Bottas en chiera aussi. C'est pas le signe justement que c'est Bottas au fond du trou et que Russell illumine, étincelle un petit peu en ce Bottas moment. il est au fond du trou, il a pris 5 places, il a fait un strike monumental, il va perdre son baquet. Oui, voilà. Je l'estime déjà courageux d'être présent. Parce que non mais sans déconner. On va pas lui donner un prix Nobel non plus parce qu'il présente sous la casquette. Et puis surtout Valtteri Bottas sous la pluie. Depuis la Turquie a été criante en termes de manque de performance. Là encore aujourd'hui ça l'a été. Enfin surtout ce week-end le samedi. Et puis il y a eu aussi également Imola où ça a été extrêmement compliqué. Bref sous la pluie, Valtteri Bottas avec les Mercedes il n'y arrive pas. Il a du mal à s'en sortir avec un setup qui n'est pas parfait en fait. Ouais. Quand on l'avait vu à Bakou. Un manque d'adaptabilité de Valtteri Bottas. Le nombre de fois où Lewis Hamilton a une voiture qui lui correspond pas et il se bat en cherchant quelque chose et en surconduisant, surpilotant, en adaptant quelque chose. Là, on a l'impression qu'en fait, s'il y a un truc qui va pas à Bottas, il perd 2 secondes au tour. Et Bakou, c'était frappant. Et tu le vois derrière 2 semaines, tout va bien au Ricard. Et au Ricard, tu te dis, mais c'est pas possible. Et on a retrouvé un nouveau Valtteri Bottas. Il va aller emmerder Hamilton, ça machin. Et dès qu'il y a un problème, mais c'est compréhensible, il a plus confiance en la voiture ou quoi, c'est fini, on a Valtteri Ota. Sur George Russell, pour conclure, un tout petit point moi, qui m'a marqué. Je ne dis pas que c'est volontaire ou pas de la part de Lewis Hamilton, que c'est inacceptable ou pas. Après la qualification et sur le podium, je l'ai trouvé assez froid avec George Russell. Et vous allez me faire croire que Lewis Hamilton veut de George Russell chez Mercedes. C'est pas, excuse-moi, on en a parlé. Pas à vous, c'est pas la Lewis Hamilton Grand Prix, donc à un moment, il va falloir. Enfin bref. Non, c'est la Jacques Villeneuve Grand Prix, je vous rappelle Mercedes. Tu spoil une interview qui aurait dû sortir cet été, mais qui va bientôt sortir. Mais Lewis Hamilton, je pense peut-être aussi qu'il est au courant que la guerre psychologique va déjà commencer avec bien sûr. Russell. Voilà, Il lui a mis une pilule en qualif alors qu'il est chez Williams. Après, il était peut-être tout simplement déçu de la qualification et de ne pas avoir pu défendre ses chances en Je pense qu'il y a course. un peu des deux. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est félicitations à Max, il a fait un travail fantastique, à George aussi. Oui. Enfin, on l'a pas entendu dans sa radio derrière le safety car, on l'a pas entendu dire oh là là, George fait un sacré beau travail quand même, comme il avait fait avec Lando Norris, bien sûr, il y a quelques semaines. Ouais. Parlons de Lando Norris. On l'a évoqué, on l'a cité. Lando Norris, à l'inverse, c'est un petit peu le côté moitié soleil, moitié pluie par rapport à George Russell. Que de regrets avec cette erreur en qualif qui lui coûte cher, lui qui était le plus rapide en Q1 et qui était aussi le plus rapide en Q2. On l'imaginait pourquoi pas jouer la pole en Q3 et avec ce qui s'est passé bien dimanche, on se dit qu'il aurait peut-être pu aller chercher une belle victoire. Son erreur donc dans le raidillon de l'eau rouge, le plus gros crash aussi de sa carrière en F1, je posais la question mais je pense qu'on est tous d'accord, c'est 5 places de pénalité avec le changement de boîte de vitesse qui condamne complètement sa course du dimanche, course qui n'a jamais eu lieu, vous le savez. Et puis l'un des grands perdants de ce dimanche, malgré son super rythme, c'est quand même son 2e Grand Prix consécutif sans inscrire de points. Oui, enfin, tu dis oui, mais il y a une bagarre quand même au constructeur qui est quand même importante. Il s'est fait striker quand même. Hein. Oui, il s'est fait striker, mais si tu veux, le résultat est le même, c'est un 0 pointé sur 2 courses, battu par son coéquipier Ricciardo dans les circonstances que l'on connaît. Et quelque part, ni Bottas ni Perez n'ont pu en profiter. Le week-end de Lando Norris, c'est vraiment frustrant quand on l'a vu. Déjà, on a eu peur quand on l'a vu dans le mur du raidillon de l'eau rouge. Mais en plus de ça, on se dit vraiment qu'il y avait d'énormes points à aller chercher pour Lando Norris. Clairement, là, je pense que c'est le...
c'est un immense regret pour Lando Norris. Je pense que c'est le Grand Prix, en tout au moins la qualification. Après, s'il y avait une course, évidemment, peut-être qu'au niveau du rythme, face à Verstappen, on ne sait pas, on ne saura jamais malheureusement. Mais sur la qualification, il peut avoir de gros regrets. Après, la question, est-ce qu'il prend trop de risques ? C'est facile à dire après coup, il s'est crashé. Moi, je peux pas en vouloir à un pilote de conduire, parfois à la limite. J'ai envie de te dire, sur le sec, tu vas à 110, 120% aujourd'hui avec les dégagements, les immenses dégagements que tu as partout sur un circuit d'un championnat du monde de F1. Tu peux conduire à 120%. Avec la pluie, tu dois conduire à 70% dans ces conditions. Il était à 72, il s'est crashé, c'est la vie. Écoute, on peut pas lui en tenir rigueur. C'est pas une erreur, c'est pas... Voilà, il s'est crashé, tant pis pour lui, mais il y a quand même de vrais regrets. On va en parler dans la deuxième partie, mais tu dis on peut pas lui en tenir rigueur. Moi, j'ai plus vu des gens sur les réseaux sociaux dire Michael Masi aurait dû sortir le drapeau rouge avant qu'il y ait le crash, plutôt que de dire Lando Norris a attaqué beaucoup trop fort dans une partie du circuit où il a pris énormément de risques. Encore une fois, le pilote le dit, Sébastien Vettel dit drapeau rouge. Écoute les pilotes. Vettel, il n'a aucun intérêt. Vettel, il joue pas. On va en parler tout à l'heure, ça. Vettel, ça sert à rien de spoiler l'histoire. J'ai envie d'entendre Alex un petit peu. On t'a pas beaucoup entendu. C'est qu'il peut s'en mordre les doigts. Surtout, alors la façon dont le crash a eu lieu, c'est surtout ce qui montre surtout que Lando Norris est en confiance énorme avec sa monoplace et surtout ce qu'il peut montrer pour la suite de la saison. Il est en train de porter McLaren et surtout il est en train de montrer qu'on peut compter sur lui, peu importe les conditions, peu importe ce qui peut se passer. Lando Norris ira toujours au maximum pour aller extraire le maximum de sa monoplace et surtout le maximum possible en termes de temps et en termes de points. Et là, ce qu'a montré Lando Norris, malheureusement ça s'est mal terminé, il peut s'en mordre les doigts, mais surtout une bonne nouvelle pour McLaren qui encore une fois montre qu'ils ont fait le bon choix en prenant Lando Norris et surtout en allant au plus loin avec lui. Et puis je pense qu'il aura d'autres opportunités d'ici la fin de saison. On referme bien sûr sur ce sujet, sur ce topic Lando Norris, que de regrets. L'homme qui a sans doute raté, on l'a dit, de gros points. Les points justement, on fait un petit point sur le classement pilote, classement constructeur, ça se resserre en tête du classement. 3 points d'écart désormais entre Hamilton et Verstappen. Et regardez-moi cet immondice, il va falloir désormais faire des calculs avec des 0,5 points. Ça me dégoûte d'avance, moi et mes problèmes bien sûr de calcul mental. Norris reste à la 3e place puisque Bottas et Perez n'ont pas inscrit le moindre point. Ferrari revient aussi également dans la course. Juste derrière, McLaren à 3,5 points. Et puis 7 points d'écart entre Mercedes et Red Bull. Alpine garde pour le moment la 5e place avec 8 points d'avance sur Alpha Tauri. Voilà pour ce débrief du Grand Prix de Belgique, de ce non-Grand Prix de Belgique. On va tout de suite ouvrir une parenthèse pour nos amis belges. On sait que vous êtes nombreux. Et on profite du passage à Spa pour vous parler d'un pilote qui a été en F1 une fois. Il s'appelle Stoffel Vandoorne. Paraît-il, était broyé par un certain Fernando Alonso lors de son passage du côté de chez McLaren. C'est l'unique morceau d'histoire qu'il a écrit, bien sûr, avec la Formule 1. Stoffel Vandoorne qui le déclarait au soir cette semaine, le quotidien, bien sûr, du côté de la Belgique, qu'il n'avait pour lui plus d'espoir de revenir en Formule 1. Et pourtant, il aurait pu participer et remplacer Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Sakir l'année dernière, ce qui aurait pu changer le cours de sa carrière. Stoffel Vandoorne, l'ancien espoir belge qui désormais a élu domicile en Formule I. Oui, vous ne rêvez pas, on va parler de Formule I dans les pistonnets. C'est la première et la dernière fois, c'est promis, puisqu'Alex Caldi était du côté de Berlin pour rencontrer l'ami Stoffel Vandoorne. C'était juste avant la dernière course de la saison qui a consacré son coéquipier Nick De Vries. Stoffel Vandoorne qui nous parle d'une discipline, on va dire, avec laquelle on a priori un petit peu de mal. Après la F1, pour moi, la meilleure option, c'était de rejoindre le projet Mercedes en Formule I. J'ai commencé avec eux, avec HWA, qui était une équipe privée au début. Et on a vraiment construit l'équipe ensemble depuis le début. Et pour moi, le but vraiment, c'était d'être dans une position de nouveau pouvoir gagner des courses et de me battre pour des championnats. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça a été le bon choix et je me retrouve dans une position où maintenant je peux de nouveau me battre pour les championnats. Ouais, je pense que ça a été leur target, tu vois. Ils ont
dans tout ce qu'ils ont fait, tous les championnats qu'ils ont fait, ils ont toujours donné à 100% tout pour pouvoir gagner, pour gagner des championnats. Partout où ils ont été, ils ont réussi à le faire et je pense qu'ils sont partis avec la même motivation en Formule I. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans une position où on est compétitif. Il y a beaucoup de concurrence aussi, ça c'est sûr, mais on est compétitif et on peut se battre pour les championnats. C'est plus ou moins pareil que la Formule 1. Au niveau d'engineering, la gestion technique et tout, la façon comment on travaille avec l'équipe, c'est très similaire de la F1. C'est sûr que la façon de conduire, techniquement la voiture elle est très différente, mais la façon qu'on vive dans l'équipe, elle est très similaire. Donc je ne dirais pas que l'environnement a tellement changé pour moi. La façon de piloter, c'est très différent. Bien sûr, la F1, ça reste les voitures les plus vite, beaucoup d'appui, beaucoup de grip, ça passe très vite dans les virages. La Formule I, c'est différent, on roule sur les circuits en ville, c'est un peu moins vite en termes de passage dans les virages. Par contre, l'impression de vitesse qu'on a, c'est très élevé. Dans les circuits en ville, on n'a pas de marge, les murs sont très proches, la compétition elle est très proche aussi. Il y a beaucoup moins d'écart entre les voitures en Formule I qu'en Formule 1. Et après, on a aussi le management de batterie à faire, donc ça fait que ça donne des belles courses. Je pense que c'est un des championnats le plus complet, le plus difficile. Il y a beaucoup de constructeurs, tous les pilotes ici sont payés pour rouler et c'est tous les pilotes qui ont fait beaucoup, ils ont fait un passage par la F1, ils ont tous été dans des championnats très élevés, ils ont été avec des constructeurs avant, ils ont gagné des championnats avant d'arriver ici, donc je pense que c'est un championnat qui est ultra compétitif et ça fait plaisir de faire partie de ce groupe. Je suis toujours impliqué dans la F1, toujours pilote de réserve pour Mercedes, donc je passe pas mal de temps dans le simulateur avec eux et je voyage encore sur certains grands prix, donc c'est toujours quelque chose que je suis de près. C'est sûr que c'est une bataille très intense et même dans le travail qu'on fait dans le simulateur avec Mercedes, on pousse vraiment les limites, les détails plus que jamais parce que l'équipe est très motivée, on aimerait gagner encore le championnat cette année contre une Red Bull qui est très impressionnante cette saison. Voilà pour les propos et l'interview surtout de Stoffel Vandoorne. Alors, je ne veux pas vous répéter ce qui s'est dit hors antenne pendant qu'on est en train de regarder cette interview parce qu'il n'y a pas que des fans de Formule E autour de ce plateau, mais merci Alex. C'est vraiment une en tout cas. Merci Alex pour ce très beau témoignage. C'était important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent du côté de la Belgique et on avait à cœur bien sûr de profiter de Spa pour faire ce petit sujet. Juste petite précision, cette interview a été enregistrée 24 heures avant la décision de Mercedes de quitter la Formule I. Voilà. L'avenir de Stoffel Vandoorne, du coup, on ne sait pour l'instant pas. Il est toujours non, pas en Formule 1. Il est toujours impliqué en WEC avec Rota, l'équipe portugaise. Mais sinon, en Formule 1, on ne sait toujours pas pour l'instant. Mais l'écurie Mercedes peut être reprise pour l'année prochaine. Les Belges le veulent avec Gaëtan Vigneron de manière générale sur les RTBF pour commenter le Grand. Et Gaëtan Vigneron, on aimerait bien l'avoir aussi également chez les pistonnets. Oui. On travaille dessus depuis quelques semaines. On espère un jour vous le proposer, chers amis belges. Allez, tout de suite, on débat, les amis, parce que le temps passe vite. Ouvrons un débat sans démagogie sur la sécurité. Posons-nous la question, je pense qu'il vous a tous taraudé l'esprit hier devant votre télé, à manger du popcorn pendant 4 heures et à attendre qu'il se passe quelque chose. A-t-on fait un excès de zèle en ne laissant pas partir cette course? Voilà les 3 choses, les 3 points qui nous ont inspiré ce débat et cette question. Interdit-on à la F1 d'être dangereuse? Il y a eu cette histoire et ce dossier autour de l'eau rouge dans le viseur des fans tout au long du week-end après les crashs notamment de Norris et ce crash absolument incroyable
incroyable en W Series samedi. Ces réseaux sociaux donc, qui ont été en ébullition. Certains ont demandé la suppression de l'eau rouge, jugé trop dangereux pour le sport automobile, et du fait aussi bien sûr de la jurisprudence Antoine Hubert, le pilote français décédé à la sortie de l'eau rouge bien sûr il y a 2 ans. Revenons aussi sur la décision de ne pas courir dimanche. Aurait-on fait pareil par le passé? On en parlait notamment hier en préparant cette émission. Est-ce qu'en 98, lorsqu'il y a ce carambolage au départ du Grand Prix de Spa, est-ce que ça a effleuré l'idée et l'esprit bien sûr des organisateurs et notamment de la direction de course d'annuler l'événement? Non, il est allé au bout. Les F3 et les Porsche GT qui ont couru dans des conditions au mieux similaires bien sûr un petit peu plus tôt dans la journée. Et puis le constat de cette F1 dans un exercice d'équilibriste, à la fois d'un côté faire progresser la sécurité, et on s'en est félicité après le tragique accident de Romain Grosjean la saison dernière, et en même temps préserver l'ADN de la course, le risque, cette valse avec la mort bien sûr qui nous fait tous fantasmer depuis le début que l'on suit et que l'on aime bien sûr cette discipline. Regardez cette citation qu'on a exhumée de Niki Lauda. C'est une citation qui date du 16 juin 2015. Elle était faite bien sûr à Bild. Avoir des F1 plus dangereuses, non, mais plus risquées à piloter, oui. Quand je suis passé de la Formule 2 à la Formule 1, j'ai fait dans mon pantalon. Aujourd'hui, nous avons perdu ce facteur risque en Formule 1, aussi bien dans l'esprit des pilotes que dans l'esprit des fans. Niki Lauda qui déclarait ça en 2015, et depuis les voitures ont bien évolué, sont devenues des monstres, on le sait. Mais est-ce qu'on interdit à la F1 d'être dangereuse? C'est la question que j'ai envie de vous poser pour ouvrir ce débat. Je pense qu'on a surtout starifié des pilotes, et que à partir de là, on leur donne raison sur tout. Dans leur avis en piste, on n'a rien à dire. C'est eux qui prennent le risque. Mais par contre, certaines fois, il y a de la mauvaise foi sur certaines choses, et du coup, on ne tolère pas que le sport puisse être dangereux. Si quelqu'un se fait mal, c'est la faute de quelqu'un d'autre que le pilote. Et ça, c'est dangereux pour le sport en lui-même. Parce que faire des erreurs, des pilotes en ont toujours fait. Dans toutes les catégories, dans toutes les disciplines. Je rappelle qu'à l'époque, en groupe B, il y a des mecs qui se piquaient, qui se droguaient pour être plus lucides, pour être plus performants. Et qu'aujourd'hui, avec Netflix, avec les réseaux sociaux, avec cette surcharge de storytelling, il faut qu'il y ait un coupable. Il faut qu'il y ait un coupable autre que le pilote. On n'accepte pas que des drames puissent se produire. Et évidemment, il ne faut pas accepter que les drames puissent se produire, mais c'est forcément de la faute d'un élément extérieur. Et ça, pour le coup, ça amène à repenser le sport automobile comme quelque chose qui doit être clean de danger. Je trouve. C'est un avis. En l'occurrence, à Spa, excusez-moi, mais on a eu plusieurs crashs rien que ce week-end. Bien sûr. La problématique au niveau du région est la même. Les voitures reviennent sur la milieu de la piste, sur la trajectoire, sachant que quand tu es en bas du région que tu montes, tu n'as aucune visibilité sur ce que tu as devant. Ça, quoi qu'il arrive, c'est problématique. C'est une problématique du circuit de Spa, c'est une problématique plus généralement des circuits en général, hein, mais là, on parle quand même de Spa et du région. Au début des années 2000, encore une fois, moi j'insiste avec ça, mais alors il y a eu des études et tout, certainement. Enfin, moi je suis peut-être pas habilité à parler de ça. Mais au début des années 2000, à l'extérieur du région, il y avait un bac à gravier. Ouais. À l'extérieur, il y avait de l'herbe ou un bac à gravier. Il y avait bac à gravier aussi, parce qu'on rappelle l'accident de Villeneuve, où on voit bien qu'il prend le bac à gravier. Voilà. Aujourd'hui, à force de tout vouloir bitumer, moi je me pose des questions. Le niveau aussi de l'angle de la barrière qui, du coup, projette la voiture sur la trajectoire. Enfin, de toute façon, Spa arrive, il y aura des travaux là, à Spa, notamment l'arrivée de la MotoGP. Il va falloir trouver des solutions sur le rédillon. Il va falloir trouver des solutions peut-être... je sais que c'est compliqué, parce qu'en plus, il y a une colline derrière, mais donner plus de profondeur pour permettre, pour empêcher les voitures de revenir en plein milieu de piste. Mais effectivement, il y a des travaux de manière, je pense, urgente à réaliser sur le rédillon, ce serait l'idéal, sans dénaturer la spécificité de ce virage, qui n'est plus un virage pour lui. Je rejoins tout ce qui a été dit, je rejoins surtout ce qu'a dit Brice. Alors il y a sur tous vos billets, c'est quelque chose qu'avait dit d'ailleurs Pierrot il y a quelques émissions, sur tous les billets, notamment sur un badge par exemple pour accéder à un événement sport auto, Motorsports can be dangerous. Sur tous les billets aujourd'hui, pour accéder à un événement de sport auto, il y a ça. Et j'ai l'impression que les gens l'oublient énormément. Que vous soyez spectateur, que vous soyez marshal et surtout que vous soyez personnel d'une équipe de sport auto, vous êtes
pouvez être impliqué dans un accident ou sur un incident qui peut être grave. Et c'est l'impression que c'est un peu ce qu'oublient les gens sur les réseaux sociaux. L'émotion prime sur la raison parfois. Et c'est ça un peu qui est problématique sur les réseaux sociaux, sur les réactions qu'il peut y avoir, notamment après ce qu'il y a pu y avoir en W Series et également après le crash de Lando Norris. Les pilotes prennent des risques et les gens ont tendance à oublier qu'ils acceptent ce risque, en fait, surtout les pilotes. Et c'est ça qui est un petit peu problématique à mon sens aujourd'hui. Mettre tout le temps la faute sur c'est la faute du mur. Encore une fois, bien sûr, en Red Dion, les voitures reviennent sur la trajectoire et ça, c'est extrêmement problématique. Par contre, sur d'autres circuits, c'est pas la faute essentiellement du circuit, c'est aussi le pilote qui a pris une petite dose de risque un peu trop importante. Il a mis les roues un peu trop dans l'herbe. Je prends juste un exemple aussi à Imola. George Russell qui met les roues dans l'herbe pour qu'ils reviennent, et ça le permet de... Non, mais c'est pas un exemple pour aller sur le ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est que il a pris une dose de risque un peu trop importante pour aller derrière se crasher avec Valtteri Bottas sur un énorme crash. Mais l'énorme paradoxe de tout ça, c'est que en revoyant des crashs, et vous allez voir dans le quiz, il en est question, donc je me suis fait quelques crashs pour préparer cette émission. En revoyant les crashs, il y a quelques années, il y a 15 ans et notamment 20 ans, les voitures sortaient systématiquement à l'extérieur, en haut du raidillon. Et on a l'impression que le paradoxe un petit peu de l'époque que l'on vit, c'est que les voitures sont tellement chargées en appui et les pilotes ont tellement la sensation qu'ils peuvent y aller à fond, qu'ils poussent peut-être aussi un petit peu trop. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Brice. Est-ce que, au lieu de se poser la question de faut-il changer ce virage, est-ce qu'on ne devrait pas plus se poser la question, est-ce que faut-il responsabiliser un petit peu plus les pilotes? Mais en fait, ça sort différemment parce que les voitures passent le virage différemment. Avant, on devait relâcher. Et en relâchant, ça veut dire qu'au moment où tu réaccélères, la voiture se réassoit. Donc le grip, au moment où tu passes ce droite-là, il est posé. C'est après, en haut, que tu le perds avec la décharge de masse sur le plat montant. Maintenant qu'elle passe à fond, il y a un appui qui est tellement fort sur l'arrière gauche qu'au bout d'un moment, elle s'en va. Donc, si on a ça avec la pluie, il faut prendre en considération ces choses-là quand tu passes le virage. Le virage, il n'est pas plus dangereux sous la pluie, c'est la condition générale qui est dangereuse et qui est accentuée. Ce qui est dangereux, c'est le rapport entre le pilote, la piste et les conditions. Si ces trois variables-là ne fonctionnent pas ensemble, ça devient dangereux. Si le pilote se met à ignorer, sous prétexte de l'évolution technologique, qu'il pleut et que quand il pleut, depuis la nuit des temps, ça glisse, je suis désolé, mais pour moi, la faute, elle vient du pilote de ne pas prendre en conscience ça. Alors oui, ce virage-là est particulier. Oui, ces extérieurs posent problème. Mais le raidillon, ça fait 30 ans qu'on le voit comme ça. Et ça fait 2 ans qu'on en parle. Pour aller plus loin sur cette question, je te donne la parole tout de suite, Hamza. Regardons juste ce tableau sur le côté un peu déresponsabilisation des pilotes. Il y a des éléments que vous avez déjà dit dans ce débat, mais c'est important de les recentrer. Il y a notamment la question que les pilotes sont présentés comme des gladiateurs. Ça, c'est bien sûr, Brice, t'insistes souvent là-dessus avec cette communication très agressive sur les risques, sur ce rapport à la mort, le storytelling aussi autour des pilotes, autour de ces personnages, quelque part mis un peu sous papier bulle, parce que j'ai envie de vous entendre sur les critiques qu'il y a eu de la part des fans envers notamment Michael Masi après les qualifications, après le crash notamment de Lando Norris, la réaction de Verstappen aussi à Silverstone où il dit je suis à l'hôpital pour passer une batterie de test et je suis choqué de la réaction par exemple de Lewis Hamilton. Est-ce que Niki Lauda aurait eu cette réaction là lorsqu'il a eu son accident? Alors c'est une autre époque bien évidemment, d'autres mœurs, une autre société, mais je ne pense pas. Et puis cette quête éternelle aussi du risque zéro en Formule 1 et en sport automobile, et quelque part ce dont on parlait là à l'instant, l'insouciance un peu des pilotes. Et ça, c'est un argument comme ça, nous répète depuis la création de cette émission, l'avènement des simulateurs, ces zones de dégagement qui sont de plus en plus grandes et où la prise de risque, bien sûr, peut être de plus en plus permise. Est-ce que d'ailleurs cette prise de risque, elle n'est pas un peu démesurée en piste? On l'a vu notamment avec le cas Colette en F3, ce qui a pris des risques absolument insensés. On pourrait en parler bien sûr pour lui, avec pour lui. Non, pour tout le monde. Pour moi, c'est de la conscience totale. Ce qu'a fait Caillou Colette, c'est de la conscience totale. Juste sur ce point-là maintenant, hein. Mais au-delà de l'épiphénomène, est-ce que c'est pas symbolique aussi un peu d'une déresponsabilisation des pilotes, d'une insouciance des pilotes qu'on a tendance à présenter comme des gladiateurs, comme disait Brice, et à mettre sous papier bulle? Ouais, c'est catastrophique. Moi, je trouve la manière dont tout est fait pour les sécuriser et comment eux cherchent de plus en plus la limite. Alors, Non mais les gars, quoi? Dis-moi. le pilote, déjà, il faut être clair sur ce point. Le pilote, il n'est pas comme nous. Il réfléchit pas comme nous. C'est un sportif de haut niveau. Toi, t'es pas sportif. Toi, t'es pas sportif. Tu n'es pas sportif. Je ne suis pas sportif de haut niveau. On n'est pas. Pardon. Excuse-moi. Il réfléchit complètement différemment. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la recherche de la performance. Maximiser, aller chercher le petit dixième, le petit pourcent qui va lui permettre juste
d'avoir un peu plus de possibilités de performer. Le pilote, on lui permet cela. Pourquoi on lui permet cela? Parce qu'il y a des zones de dégagement. Colette, si on prend l'exemple de Colette, s'il y a un bac à gravier, Il le fait pas. jamais Oui, non, bien sûr. Non, mais il je suis met d'accord. une demi-roue Bien sûr. sur la droite. Là, c'est parce qu'il y a du bitume qu'il y va. À un moment, Donc on pousse au vice. Non, mais excuse-moi, mais encore une fois, le pilote, il va à 100. Là, on en revient un peu aussi au débat, tu sais, les tours supprimés en qualification, par exemple. Complètement. Les Le limites de pilote, piste. il cherche à maximiser. Si on lui dit c'est 100%, mais à 101%, c'est fin de la course parce que tu prends le mur. À Singapour, par exemple. Il y va pas. Il va pas chercher le 100%. Il va être à 98, 99. Le tour parfait Hamilton, Singapour en qualification, ou Verstappen cette même année, c'est 100%. Parfois, il va frôler les 100%, mais il y va pas. Si tu vas à Sochi, par exemple, bah, il va faire 120%. Si le tour est annulé, bah, c'est pas grave, j'ai une autre tentative. À un moment, les pilotes, on permet aux pilotes d'aller au-delà de la limite parce que il y a la possibilité d'aller au-delà de la limite. Mais le pilote, moi, encore une fois, on parle, la question, elle est peut-être un peu violente parce que mais moi, je le déresponsabilise parce que lui, il est à la recherche de la performance pure et dure. C'est tout. Ah, mais c'est-à-dire que si tu changes pas ces zones de dégagement, etc., faut pas s'étonner Ouais, mais qu'il y ait alors, cette prise de risque-là. Pourquoi on c'est pas. vient critiquer le raidillon maintenant si c'est parce que justement on permet à des mecs de se mettre en danger que le raidillon devient Mais un problème. les voitures ont évolué. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, la problématique n'était peut-être pas aussi importante qu'aujourd'hui, parce qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, il n'y avait pas ces accidents, parce qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, les F1 ne prenaient pas le raidillon à fond. Donc on doit se cogner 25 Sochi par an pour convenir à ces F1 Non, mais tu me connais, moi c'est justement l'inverse. Voilà, C'est supprimer tous les Sochi, mettre du bac à gravier absolument partout, mettre des murs, mettre ce que vous voulez, et à un moment vous allez voir que le pilote... Interlagos. Non mais, excusez-moi, mais pour moi c'est la solution. Encore une fois, les Sochi, les Ricard, ce que vous voulez, à un moment, si on permet à un pilote d'aller au-delà de la limite parce qu'il va pas perdre de temps... Il y a la question aussi de comment on éduque le public. Regardez ce que disait Toto Wolff à l'arrivée après les critiques de Michael Masi. C'est l'un des garçons qui est venu justement soutenir Michael Masi à l'arrivée de cette qualification. Mais c'est bien là la preuve, en tout cas, qu'il y a peut-être un problème aussi d'esprit et de culture F1, on va dire, dans l'appréciation bien sûr du sport. Toto Wolff disait: je ne vois pas pourquoi il aurait fallu arrêter Q3 avant le crash de Lando. C'est ça le sport auto et c'est ça aussi Spa, où il faut toujours un courage particulier pour écraser la pédale d'accélérateur. S'il y a eu de l'aquaplanage sur le circuit, la séance aurait dû être arrêtée, mais ce n'était pas le cas au moment de l'accident. Là, on va un peu se répéter, Brice, mais on revient à ta première prise de parole où tu disais on cherche systématiquement des excuses lorsqu'il se passe des gros crashs comme ceux-ci, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la fatalité. Encore une fois, l'appréciation du risque zéro, bien sûr, en Formule 1, et que l'excuse, c'était l'erreur de Michael Masi, et non pas la faute de Je vais revenir, pour étayer ton propos, je vais revenir sur 15 ans en arrière, parce que ça m'a marqué quand j'étais gamin. Raikkonen, parce que voilà, je fais ma promo. Bien sûr. Raikkonen, ça n'a pas duré longtemps. Sans deux courses, c'est fini. Raikkonen, c'était le seul à une époque à passer le raidillon à fond. Ouais. Et ça lui a filé 4 victoires à Spa, 5 victoires à Spa. Parce que il y avait une différence telle arrivée au combe par rapport à cette accélération-là qu'on disait de lui qu'il était le maître de Spa. Mais par contre, on le prenait pour un fou. C'est un malade mental, il le passe comme ça. Mais on respectait parce que ça passait. Aujourd'hui, si lui s'était mis dehors, à ce moment-là, pardon, en accélérant comme ça, on aurait dit, mais il est fou. Ça ne passe pas à fond. À quel moment, sous la pluie, ça passait à fond pour Lando Norris? Jamais. Pas là. Et il l'a tenté. On a vu Il va l'onboard. passer vraiment à fond. Ah, t'as vu l'onboard? Quand il arrive en haut, enfin... Je suis pas sûr qu'il décélère. Hein. Je suis pas sûr qu'il décélère Pour quand moi, il il décélère l'appelle. un petit peu. En tout cas, il est pas à fond Il comme s'il décélère était par la sur le sec. compression. Par la compression, mais pas de throttle. Brundle a dit sur la télé anglaise, en direct, il dit c'est de la folie. Avant qu'il sorte, la caméra est sur Norris, et il dit c'est de la folie à la vitesse à laquelle il arrive. Ouais, mais après, là encore une fois, s'il passe, c'est du génie. Ouais, George complètement. Russell, par rapport au tour de Lewis Hamilton, il lui met 10 ou 15 km/h sur le raidillon. Oui, mais là encore, et c'est Et si Russell se plante, la limite. bah oui, mais... Mais c'est la faute du Il cherche la limite, mais on en revient à la psychologie du pilote. Il cherche la limite. C'est complètement hypocrite de venir dire à un pilote c'est scandaleux ou c'est irresponsable ce que tu fais parce qu'il se crache, alors qu'un autre pilote qui va prendre les mêmes risques, lui, va passer. Moi je trouve ce débat est hypocrite à Non, mes yeux. mais c'est pas de dire. Moi, je suis pas en train de dire Norris pointer du doigt. Je dis juste qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que Norris se crache qu'il faut pointer du doigt le circuit, faut pointer du doigt la FIA, faut pointer du doigt la pluie.
C'est tout. C'est qu'à un moment donné, il y a des variables qu'il n'a pas pris lui en compte. Et la première chose qu'il a fait, c'est s'excuser en disant c'est ma faute, Norris. Il n'a pas dit genre c'était inconscient de nous faire rouler. On est bien d'accord là-dessus. Oui. Donc ce que je veux te dire par là, c'est je suis pas en train de dire Donc, y a pas de Norris motif, c'est y a pas de scandaleux. y a pas Mais de oui, responsable. mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces crashs-là viennent tellement mettre une pression, un lobby psychologique sur les instances de la F1 par en fait les invectives permanentes sur Twitter, sur. Mais le cas Hamilton-Verstappen est tout à fait symbolique là-dessus. Est-ce qu'on aurait roulé Où on disait Oui. que Verstappen avait sorti sciemment, Hamilton avait envoyé sciemment Verstappen à l'hôpital. C'est aussi les réactions. Si Ouais, tu mais veux. notre génération, c'est l'esprit, c'est la culture F1. on rappelle quand même que entre Ayrton Senna et Jules Bianchi, il n'y a pas eu de décès en Formule 1. À partir du moment, Oui, c'est vrai là. et à partir du moment où il y a Jules Bianchi, forcément, mais encore heureux que la F1 fonctionne différemment et cherche justement à tout prix à éviter un nouveau décès en piste. Bien Enfin, sûr. moi, ça me semble pas Ah non, mais c'est complètement. complètement. Mais est-ce que c'est la faute des circuits comme ça, ou est-ce que c'est la faute de la vision qu'on amène depuis 7-8 ans dans les pilotes, dans les écuries, dans la recherche globale tout le temps de réaliser la plus grosse perf, machin et tout? Oui, Est-ce mais que c'est la je reviens- bonne vision? Je reviens sur ce point-là. Lando Norris, si jamais il y a du gravier à l'extérieur et du gravier à l'extérieur gauche du raidillon et tout en haut à droite, est-ce qu'il tente de la même manière de passer ce raidillon? Je vais prendre un exemple. Là, on est tous capables de le faire. On joue à un jeu vidéo, F1 2021 ou peu importe, tu joues à un jeu vidéo. Quand tu roules au Castellet, bah, en tout cas, moi, quand je roule au Castellet, Ouais, je roule là. absolument pas de la même manière que quand je roule à Singapour. Le pilote, c'est pareil, sauf que lui, là, Ouais, c'est la du réel, réalité. ouais. Bah, y a pas de try again, quoi. Y a pas de flashback, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. non, non, la vraie vie. Sur cet aspect-là, surtout, c'est que il y a la vision des choses qui évolue et il y a un truc qui est très intéressant, c'est que alors je suis le plus jeune de ce plateau, on va pas se le cacher. Hein, je suis le plus jeune de ce Oh, mais plateau. on le Non, savait. voilà. C'est pas d'être le plus grand vieux con. Hein, Ouais, tu sais, non, j'étais non, vieux non. con, hein, très jeune. Hein. Non, mais c'est surtout que la génération dans laquelle je suis est la génération que Netflix veut toucher, surtout, et surtout encore plus jeune. Et l'aspect que Netflix veut toucher, c'est une génération qui a peur de tout, à qui il ne faut pas tout montrer. Le crash de Lando Norris, par exemple, c'était limite, fallait pas le montrer. Alors que Lando Norris, encore une fois, comme l'a très bien dit Ebris, il a dit c'est ma faute, je m'excuse. Non, mais on attend de savoir s'il va bien. Ça, c'est autre chose. Non mais bien sûr, s'il va bien, bien sûr, mais il fallait pas le montrer en direct d'une certaine manière. Le problème de cette génération-là, c'est qu'il ne faut pas tout montrer, et c'est ça qu'en fait qui est énervant dans cette génération-là. C'est-à-dire que très bien cette nouvelle génération veut venir sur la F1, très bien cette nouvelle génération veut découvrir la Formule 1, le sport auto, même presque dans une généralité, mais cette génération, est-ce qu'elle est prête à regarder de la Formule 1 et avoir un accident en direct d'une certaine manière? Et c'est là aussi il faut se poser les bonnes questions, c'est que on critique le circuit, on critique la Formule 1 elle-même, mais sur les accidents, ça fait partie des choses et ça fait partie de la fatalité. Mans 55. Je suis pas vraiment d'accord avec toi pour deux raisons. Si tu parles de la nouvelle génération, dans la nouvelle génération, il y a les fans de F1, comme nous tous, comme Oui, bien sûr. les 750. Généralisé. Eux, ils savent très bien que le sport automobile, il y a des risques et du coup potentiellement des crashs et potentiellement des conséquences. D'accord? Et puis, il y a ceux qui regardent la F1 pour se divertir, qui vont regarder seulement la course pour... Et eux, alors ça n'engage que moi, mais je pense que quand il y a des crashs, ils n'attendent pas de voir la performance de George Russell en course. Je pense que eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des crashs, c'est des accidents. Alors évidemment, sans les conséquences qui vont avec, mais eux, ce qu'ils veulent voir, c'est une voiture détruite, c'est un mec qui va dans le mur à Monaco, tout ça, tout ça. Ça n'engage que moi, encore une fois, c'est peut-être complètement faux. Moi, c'est ce que je pense, d'accord? Oui, sensationnel, quoi. Oui, la Personnel, très bien sûr. clairement. Donc ces gens-là, à un moment, s'ils veulent des crashs, et au moment où il y a des crashs, ils sont pas contents, bah à un moment, éteignez la télé parce qu'il y a un problème de... Ça devient bipolaire, quoi. Juste pour terminer là-dessus, par rapport aux réseaux sociaux, la génération actuelle dans laquelle je suis est celle qui réagit le plus. Et ce que regardent les pilotes et surtout la F1 et la FIA, c'est les réseaux sociaux et surtout, du coup, ces mêmes personnes qui découvrent la Formule 1. J'ose espérer que Michael Masi regarde pas les réseaux sociaux pour prendre ses décisions. Pas sûr. Ouais. Non, mais si, t'as raison. Bien évidemment. On a beaucoup parlé du facteur humain. Je voulais qu'on termine là-dessus. C'est aussi le facteur technique. Les bolides, ces voitures. Et poser même cette question, un brin provoque avec ce qui s'est passé dimanche. Mais est-ce que la F1 peut vraiment continuer, on va dire, sous la pluie? Est-ce que la F1 peut, avec ses monstres en tout cas, peut même continuer sur des circuits historiques? Depuis 2017 et l'arrivée justement des F1 plus monstrueuses, on a l'impression que pluie égale chaos, avec des voitures où on se pose la question de savoir si elles sont toujours bien sûr adaptées à la piste mouillée. Est-ce que Pirelli a des responsabilités aussi autour de cette question? Et peut-on
continuer à rouler sous la pluie? Est-ce que la Belgique était un simple épiphénomène? On sait qu'aux États-Unis, bon, les courses se passent sur ovale, donc du coup, on ne court pas sous la pluie. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, la F1 ne puisse arrêter de courir sous la pluie, alors que la pluie écrit sans doute les plus belles heures aussi également de cette discipline? Et est-ce trop dangereux pour les pilotes de conduire justement ces monstres sous la pluie ou sur des circuits dits historiques, c'est-à-dire avec des zones de dégagement composées de bacs à sable ou qui ne sont pas, on va dire, énormes, etc., etc. Est-ce que la voiture, là encore une fois, il y a quelque chose à faire là-dessus? Ce qu'on constate, c'est que c'est la seule catégorie qui n'a pas eu de course week-end, quoi. Et que dans la construction même du truc, c'est pas forcément dû à la météo du dimanche. Tu penses que si la F3 à 16h, la F3 se... Je sais pas. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, on a un rapport poids-puissance de cette monoplace qui est beaucoup trop violent, en fait. Trop violente. Hein, Qui est violente, trop violente. qui est trop violent pour la pluie. Et puis même, en fait, c'est des voitures qui ne peuvent fonctionner qu'à une certaine vitesse, dont l'aérodynamique et ne fonctionne qu'à une température certaine aussi. vitesse. Oui, et le grip aussi. Donc à partir de là, cette image est parfaite, celle d'Hockenheim en 2019. Ils sortent à peine de cette partie, entre guillemets, faite pour eux. Ils sont sur un béton, un goudron en particulier, que plus rien ne va, même à 40 km/h. Ce ne sont plus des voitures, ce sont juste des chariots. Là, c'est pas de la faute. C'est pas de la faute. Enfin, on avait fait un décryptage sur ça. Il y avait la piste de dragster qui. Oui, mais c'est particulier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es à 40 km/h avec une voiture, tu tournes, elle doit tourner. Même avec des pneus slicks. Je suis pas forcément d'accord sur. Là, tu parles de l'exemple Hockenheim, je crois que c'était en 2019. 2019, ouais. La piste de. Enfin bref, on va pas refaire le. Elles ont regardez le fonctionnement qui décryptage. est beaucoup moindre par rapport à avant, c'est ça que je veux dire là-dessus. Et que quand tu regardes 98, à Spa, on a roulé. Il y a eu un crash monumental qui mérite un drapeau rouge, un arrêt de tout, une remise en cause de tout si on est en 2021. Et ça a reroulé. Et il y a eu Schumacher, Coulthard. Et on s'en est sorti. L'une des questions que tu posais, toi, Brice, l'une des constatations que tu faisais, vous allez nous dire si vous êtes d'accord, mais on a l'impression que depuis le passage à ces nouvelles voitures en 2017, alors on rappellera que l'année prochaine, la philosophie va encore complètement et radicalement changer, mais depuis 2017, on a l'impression que dès qu'il pleut, ces pilotes ont vraiment du mal à garder la voiture, bien sûr, sur la piste, plus de mal que ça pouvait être le cas il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Cette génération, enfin, en tout cas, il y a. Ouais, justement, tu vois, 5, 6, 7, 8 ans, on se rappelle que dès qu'il y avait 3 gouttes d'eau, on stoppait la course, on pouvait plus rouler limite parce que les F1, alors techniquement, je sais pas si je pense qu'ils exagéraient un peu, mais finalement, il y a beaucoup de pilotes aujourd'hui sur le paddock qui n'ont peut-être pas beaucoup ou pas assez roulé, alors que les conditions le permettaient. Je trouve, personnellement, depuis 2-3 ans, on essaye quand même quand il pleut un peu plus, bien sûr, on essaye quand même de les faire rouler. En standing start aussi, enfin un départ arrêté aussi, on tente des trucs, je suis d'accord. Mais par contre, après, elles sont pas forcément faites pour, quand tu vois 2016, ce que Verstappen a réussi à faire sous la pluie au Brésil, à prendre ses trajectoires pluie, ça c'est l'essence même du sport automobile, d'aller chercher les trajectoires pluie. Mais le problème là, c'était pas la pluie, c'était la visibilité. Oui, ça n'a rien à voir. Mais alors, pourquoi Attends, il pleuvait. Il pleuvait, mais de manière normale. En 98, ils voyaient pas plus, je pense, ou pas mieux. Mais les voitures dégageaient peut-être pas autant d'eau. Après, peut-être que techniquement, il y a quelque chose à faire au niveau du pneumatique. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex, sur cette question justement de la technique? En fait, quand tu reçois dans chaque pneumatique arrière 500 chevaux, c'est ultra problématique. Et surtout avec des pneus qui sont énormes. Il y a 65 litres par seconde. Voilà, en plus. Donc déjà, ma Verstappen qui est devant sur les tours de safety car, tu dis ça va très bien, tout va bien, on peut y aller. Alors que derrière, t'as Giovinazzi qui est au milieu du peloton, qui est là en mode mais je vois absolument rien, je vois même pas la voiture qui est devant moi, je vois même pas le feu qui est devant moi. Ça en fait, c'est que l'année prochaine, là aussi ça va être un bon test, parce qu'on va avoir des pneumatiques qui seront 18 pouces, qui seront plus petits au niveau des pneus arrière, donc avec des dégagements qui seront moins importants. Là, on pourra peut-être en reparler à ce moment-là pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2021, faire des courses sous la pluie, c'est quasiment impossible. Et ça, on en a encore eu la réponse aujourd'hui. On ne peut le faire que si la piste n'est pas détrempée et qu'il ne pleut pas. Parce que si on fait ça, en fait, de base, on peut pas partir. Les pneus peuvent pas chauffer. Donc à aucun moment on peut y aller. Il faut que ce soit lancé dans une espèce de mid-time averse. C'est un cercle vicieux finalement. La pression est à Roland Garros en fait. C'est qu'il faut qu'il y ait des conditions vraiment cool. Et plus t'attends, moins ça part. Parce que dans tous les cas, l'évacuation, tu vois bien, même le mec de la Medical Car, il a failli se planter. Donc, en plus, c'était impossible. Et le problème, c'est que ça aurait pas forcément été impossible il y a quelques années avec des voitures différentes.
Voilà toutes les questions qu'on souhaitait vous poser autour de cette question. Excès de zèle sur la sécurité, point d'interrogation. Vous l'aurez compris, bien évidemment. On est très heureux et on se satisfait que Romain Grosjean ait pu sortir de sa voiture l'année dernière. Donc, il n'y a jamais d'excès de zèle sur la sécurité, mais il y a peut-être un état d'esprit, un ADN en tout cas à conserver. N'hésitez pas à nous donner vos avis aussi également sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. En commentaire aussi également de cette vidéo si elle était consommée chez la First Team Sport directement sur YouTube. En attendant, on referme ce débat, on lira vos avis avec beaucoup d'attention, mais je veux absolument qu'on termine sur un petit quiz Spa-Francorchamps. Allez, très rapidement, un jeu de questions-réponses, les amis. Un point à chaque bonne réponse et je vous attends bien évidemment très concentré. Le Grand Prix de Belgique 2021 est la plus courte de l'histoire de la Formule 1. Quel était le record précédent? 4 minutes 34. Non, en fait, c'est où est-ce que... Oui, 34 tours, c'était où? 91. Bravo, monsieur Brice, qui marque le premier point. Le Grand Prix d'Australie 1991, en effet, c'était 14 tours. Mais je te donne bien évidemment ce point, mon cher Brice, 1-0. En 99, superbe anecdote, elle me plaît énormément. En 99, deux coéquipiers parient qu'ils peuvent passer le rouge à fond. Ok. Résultat, les deux pilotes tapent violemment au grand désarroi de leur directeur d'écurie qui voit une séance d'essai ruinée et deux voitures à reconstruire. Qui étaient ces deux coéquipiers? Quelle était l'écurie? Alonso Hamilton. J'en ai aucune idée, mais c'est très drôle. Ouais. Qui aurait pu faire ça en 99, les amis? Est-ce que c'était pas des Williams? Non, c'était pas des Williams. 99. Si vous me sortez que l'écurie, je validerai le point. Bar? Honda. C'était pas Honda à l'époque, c'était Supertech. C'est Villeneuve du coup. Villeneuve et Zonta. Et Villeneuve qui était patron d'écurie à l'époque. Je pensais à Zonta et Et sur Zonta. Villeneuve, qui est le patron d'écurie, à peu près l'un des grands commanditaires de bar, dit à Zonta, t'es capable de passer à fond? Ouais, je suis capable de passer à fond. Et je crois que c'était Craig Pollock qui dirigeait l'écurie. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont cramé 3 voitures dans le rouge ce week-end-là, parce que même le mulet y était allé, il me semble. C'était Villeneuve qui avait repris le mulet après son premier Et le crash de Zonta, revoyez le crash de Zonta, Spa 99, allez vous faire les images YouTube. Norris, c'est pas pour faire de comparaison, il n'y a pas d'échelle de valeur mais de la derrière dangerosité du crash, ça n'avait rien à voir, bien plus choquant. Bref, petite anecdote intéressante. Vrai ou faux, lors de sa première victoire en 92, Michael Schumacher l'emportait sous la pluie à Spa? Non. Première vraie. C'est vrai. Il a plu dès le 5e tour en 92, lorsque Schumacher l'emporte, avec sa Benetton en effet. Vrai ou faux, Schumacher n'avait pas... Attends, un partout, j'avais oublié de vous le dire. Vrai ou faux, Schumacher n'a pas passé un virage en 91 pour ses débuts à Spa? Non, c'est faux, il l'a passé. Non, il a fini. Il a fini en plus. Non, je pense que la première course, il la finit pas. C'est vrai, il la finit pas. Première course, Il fait une grande séance de qualification. Problème d'embrayage, mais ça intervient à la sortie du premier virage. Bravo Hamza, qui est un véritable expert et qui connaissait bien sûr l'histoire sur le bout des doigts. Vrai ou faux? Vrai ou faux, Ralf Schumacher a reçu l'ordre de ne pas attaquer Damon Hill. C'est vrai. Ah, je vous donne un point à tous les deux, ça me fait plaisir. Ça fait 3, 2 pour Alex et 1 pour Brice. Il n'avait donc reçu l'ordre de ne pas attaquer Damon Hill pour assurer le doublé Jordan en 98. Quel record Michael Schumacher a battu à Spa en 2001? Nombre de victoires consécutives? Exactement, tu les as ou pas? Le record précédent à l'époque, tu l'as ou pas? Senna 4. Non. 3. Non, pas de record, pas de victoire consécutive, je dis une Victoire bêtise. tout court? Ouais. Donc c'est 5 6. Non, 2 victoires en F1. Non, tu l'as pas en fait. Non, T'as pas la bonne mais réponse. on se comprend pas, tu parles de victoire en F1 ou de victoire à Spa? Non, enfin, victoire à Spa. Non, moi je te parlais de victoire en F1. Bon, ok. Bon, j'annule le point. Allez, C'était bien ciao, sûr le mon record pote. d'Alain Prost qui était tombé. Et quel vainqueur du Grand Prix de Belgique 84 va donner son nom à la Parabolica dans quelques semaines? Alboreto. Michele Alboreto. ouais. Allez, 2 points pour Brice. Juste pour terminer, pour le plaisir, ça me fait sourire et plaisir. Je voulais qu'on parte sur une petite énumération. On a 11 pilotes. 11 pilotes à retrouver, puisque vous le savez, il va y avoir un très beau doc sur Michael Schumacher qui va sortir en quelques semaines. Je sais qu'il y a des contres autour de ce plateau, je ne le comprendrai pas, mais on en discutera bien sûr un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on retrouve les 11 coéquipiers. Est-ce que vous êtes capable de me citer les 11 coéquipiers de Michael Schumacher dans sa carrière? Puisqu'il est en tête, c'est Hamza qui va bien évidemment Je vais prendre des risques. commencer. Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, en effet, c'est le coéquipier qui est resté le plus longtemps aux côtés de Michael Schumacher, puisqu'il a disputé 104 courses chez Ferrari à côté de Michel C'est à Schumacher. moi. C'est à toi. Felipe Massa. Felipe Massa, en effet, 18 courses la saison 2006. Le grand, le seul, unique, Nico Rosberg. Nico Rosberg, en effet, c'est le deuxième coéquipier qui a participé le plus de courses avec Michael On doit même pas Schumacher. le citer. 58 courses.
Quand même, hein. De 2010 à 2012 inclus, ouais. Ouais. Combien 58. courses, Nico Rosberg et Michael Schumacher. Ça fait beaucoup, hein. Voilà. Ok. Allez, le prochain. Oh, frérot. Ah, je suis déjà perdu. Attends, avant. Tic-tac, 1h20 d'émission. Ouais, vas-y, passe. Joseph, passe, tic-tac. je l'ai plus dans les- Eddie Irvine. Eddie Irvine, Oui, en effet, oui. chez Ferrari, Oui. 96, 99, jusqu'à début 2000. Le grand Jos Verstappen. Jos Verstappen, en effet, une saison, c'était en 94, 8 courses. Et Doug, il manque 95 là. Il manque 95. Un garçon qui vous a fait gagner des points. Qui t'en a Johnny fait Herbert. gagner. Johnny Herbert, en effet. 19 courses, il a fait une partie de 94 et la saison 95 complète. Il manque quoi là? Il en manque un qui était là en 94 mais qui s'est blessé. Notamment, il était de retour à Imola, il me semble qu'il se blesse à Imola. Il y en a un qui se fait poutrer, un ancien champion du monde qui se fait poutrer. Oui, si, non. Un ancien champion du Un monde. ancien champion du monde qui se fait mais poutrer. Il y a 5 courses, il passe 5 courses ensemble et il se fait poutrer par J'ai une Schumacher. idée. Il est envoyé à la retraite par Schumacher. Oh, alors, là, je vais dire Andretti. Non, Moi, je vais tenter Nigel Mansell. non, Ah, j'allais le tenter aussi. un Brésilien. Piquet? C'était c'est bon, Nelson c'est trouvé. Piquet. Ah, Nelson. Vous en avez pas un autre? J'avais Un gâchot Frenzen pour le côté. Non, pas pour le Gachot, côté, parce qu'il le il a piqué remplace. son baquet et sa femme, mais. Non, ouais, il lui a piqué que son Que- baquet à que- sa femme. Voilà. Non, il y avait également De Cesaris, bien sûr, Martin Ah. Brundle, Ricardo Patrese. Brundle. Bah oui. Ricardo Patrese et celui qui s'était blessé en 94, Gigi Leto, énorme Ah oui, carton oui. au départ, Et bien sûr, Gachot, si on du veut. Grand Prix d'Imola. Ouais. Victoire donc du H, monsieur Hamza Ramani, qui reprend. À quel moment? Eh bien, parce que personne n'a gagné l'énumération, les gars. C'est pas faux. Très bien. Sinon, je vous donne un point chacun et on fait un super match nul. On me le donne, Et moi. sinon, on je fait le un prends. super match nul. Non, mais au décompte tiens, des points, Chancel. c'est Hamza qui est bon, devant. Merci les amis d'avoir été avec nous. C'est la rentrée des pistonnés. Et la chance qu'on a, c'est qu'on va se retrouver toutes les semaines, pendant ces 3 semaines, parce que oui, c'est un triple header qui a lancé cette phase retour de la saison de Formule 1. Ça ne se dit absolument pas, mais on voulait le tenter. Rendez-vous le 4 septembre, juste après bien sûr les Pays-Bas. Ce sera dès lundi sur Autoplus Télé à partir de 19h et mercredi, gratos sur la First Team Sport, la plus incroyable des chaînes. Merci à Tom, Erwan et Polo qui est en régie aujourd'hui. Merci les gars. À la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.